En premier mot, vous remercier de nouveau, vous remercier d'abord d'être là, vous remercier de mener le combat depuis le début de l'année, mais remercier aussi parmi vous toutes celles et ceux qui ont mené le combat de manière acharnée, avec toute l'énergie qu'il leur restait sur les quelques semaines du début d'été dernier, où nous avons dû partir à la bataille dans les conditions qui ont été décrites tout à l'heure, parce que Emmanuel Macron avait décidé que le Rassemblement national peut-être devait arriver au pouvoir, et c'est bien grâce à vous, à la force des militantes et des militants que vous êtes, à l'incroyable mobilisation de la jeunesse et des quartiers populaires, que nous avons réussi à sauver la République et à faire en sorte que cette circonscription, comme toutes les autres, reste des circonscriptions insoumises, des circonscriptions du nouveau Front populaire, et faire en sorte que oui, l'extrême droite est peut-être entrée au gouvernement aujourd'hui, mais ce n'est pas Jordan Bardella, le Premier ministre, et ça a été une victoire, et c'est la nôtre et la vôtre. Je le dis aussi, si nous avançons dans cette circonscription, et si cette circonscription doit être l'un des phares de l'insoumission dans le pays, l'un des endroits de la résistance populaire, notamment vis-à-vis du budget absolument terrible, le budget de guerre de classe, de guerre sociale qu'ils veulent nous imposer, c'est parce que cette circonscription est aussi un lieu de bataille et d'insoumission depuis bien sûr l'été dernier, mais aussi depuis 7 ans, parce que Adrien Quatennens, qui est présent ce soir, a fait le travail pendant les 7 ans précédents pour labourer la circonscription et mener l'ensemble des batailles. Je voudrais ensuite, avant de venir dans le cœur du sujet du budget, dire un mot en début de cette réunion parce que je crois, et c'est ce que nous avons fait à toutes les occasions précédentes, et notamment pendant la campagne des élections européennes, nous ne nous faisons pas de la politique sans regarder ce qui se passe ailleurs. On ne se bat pas sur le plan national, à l'Assemblée, face au gouvernement, en ignorant ce qui pourrait se passer en dehors de notre pays, parce que ce ne serait pas la France et que du coup ça ne nous concernerait pas. Si ça nous concerne. Et je veux qu'aussi dans cette réunion, on ait une pensée, un message et un mot de mobilisation pour ce qui est en train de se passer au Liban et en même temps à Gaza. Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, non seulement est en train de perpétuer un génocide abject depuis bientôt 1 an, et nous comptons les morts par dizaines de milliers, mais en plus, il est en train d'étendre la guerre à toute une zone du monde. Nous avions alerté, et il faut que vous le rappeliez, à toutes celles et ceux qui ont passé des mois, des semaines, à nous insulter, à nous traiter d'antisémites, à dire que nous ne disions pas les bonnes choses. Nous sommes les seuls à avoir dit ce qu'il fallait dire dès le début. Et le tweet qu'on nous a tant reproché de Jean-Luc Mélenchon le 7 octobre disait précisément ça. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Et c'est exactement cela que nous avons sous les yeux. Et nous allons continuer à compter les morts par dizaines de milliers si rien n'est fait. Et honte au gouvernement actuel qui ne fait rien. Tout à l'heure, un camarade, nouveau député de la France Insoumise, Pierre-Yves Cadalen, a posé une question au gouvernement pour savoir justement ce qu'il comptait faire sur la situation au Liban, alors même que la France y est largement impliquée. Il y a 20 000 Français qui vivent au Liban. Il y a 700 militaires casques bleus français qui sont là-bas pour assurer la paix. Il y a une Française de 87 ans qui est morte. Les journalistes ont dit dans une explosion. On ne savait pas trop d'où venait la bombe ni comment elle était arrivée là. Et qu'a eu à répondre le gouvernement? Quasiment rien. D'abord, c'est même pas le ministre des Affaires étrangères, c'est même pas le ministre de la Défense qui a répondu. Le seul qu'ils ont trouvé disponible, après à peine 24 heures d'installation du gouvernement et du discours de politique générale, c'est le ministre des Anciens Combattants qui s'est péniblement levé de son siège pour expliquer que oui, c'était pas bien, mais qu'il n'avait aucune solution, comme depuis le début. Et sur ce sujet-là aussi, la mobilisation doit être totale. Et je vous appelle toutes et tous à aller participer et à aller dire notre indignation et notre solidarité avec les peuples palestiniens et libanais ce samedi. J'imagine qu'il y aura une manifestation à Lille comme il y en a une partout en France et c'est important que nous y soyons.
Je passe désormais à la suite, au budget et à la politique que nous réserve ce nouveau gouvernement. Je l'ai dit, ce sera un budget de guerre sociale. Mais ce budget, il ne vient pas de nulle part. Ce budget, il a la continuité parfaite d'une politique qui était d'ores et déjà installée. Alors, tout le monde a fait, quand ils sont arrivés là, des grandes conclusions en disant « Ah, mais oui, on trouve l'état des finances publiques dans un état vraiment dramatique », découvrant qu'Emmanuel Macron avait fait 1000 milliards de dettes supplémentaires, découvrant qu'aucun des objectifs qu'ils avaient eux-mêmes fixés pour répondre aux impératifs de Bruxelles n'avait été tenu. Mais ils ont été et ils sont dans l'incapacité complète et totale de faire la moindre analyse sur ce qui ne va pas. Parce qu'en même temps, et ça leur va bien, en même temps, ils nous disent que la situation des finances publiques n'est pas bonne, mais la situation économique dans le pays, elle, fonctionne parfaitement bien. C'est ce que dit le présent ministre de l'économie, Antoine Armand. Il dit oui, bien sûr, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a trop dépensé, parce qu'ils pensent en plus qu'ils ont trop dépensé. On a trop dépensé, donc il va falloir couper encore, mais ça a permis de rétablir une bonne situation dans le pays. Le chômage a baissé, et puis ils répètent comme ça des trucs qui sont complètement faux. Donc il faut commencer par leur rappeler que le résultat de leur politique économique, c'est non seulement le déficit du pays, c'est non seulement le poids de la dette qui leur fait si peur, qu'ils ont eux-mêmes aggravé, mais c'est aussi le fait que dans notre pays, il y a toujours 11,5 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et que non, l'économie n'est pas dynamique, et que non, les entreprises elles-mêmes ne se portent pas bien, parce que cette année, on a de nouveau 55 000 entreprises en faillite, et c'est le record depuis 6 ans. Donc leur politique n'amène systématiquement qu'au saccage. Pourquoi leur politique crée-t-elle comme ça le déficit qu'ils craignent tant? Elle le crée parce que ils ont une technique qui est absolument incroyable, qui consiste à dire on n'a pas assez d'argent. Bon, ils regardent ce qui reste dans la caisse et ils disent bah, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas le dépenser. Ok, mais ils oublient juste de dire deux choses. La première, c'est que s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, c'est parce que c'est eux qui ont eux-mêmes vidé la caisse, parce que si on annule l'ensemble des mesures prises par Emmanuel Macron et par son gouvernement, il n'y aurait aucun problème de déficit. Si on reprend les 70 milliards d'euros par an qu'ils ont exonérés d'impôts les plus riches et les grandes entreprises, il n'y a plus de déficit et on est sous les objectifs de 3%. Mais encore 70 milliards, ce n'est qu'un seul des chiffres. Parce qu'ajouter aux 70 milliards d'impôts, les 90 milliards d'exonération de cotisations sociales qu'ils ont faites, parce que oui, ce sont des cotisations sociales et non des charges, ben, il y aurait encore moins de déficit parce qu'il n'y aurait pas besoin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Ça aussi, il faut le répéter, l'expliquer, le démontrer à tout le monde. J'ai eu le malheur, moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je vous avoue, je ne savais pas tout comment les choses fonctionnaient. Donc il fallait que je découvre, que je fasse mes armes, je continue à le faire d'ailleurs. Et donc j'arrive la première fois en commission des finances. Tu n'as pas beaucoup crié hier. Hier, j'ai essayé de crier, mais tu étais derrière, c'est pour ça. Tu m'as pas entendu, je criais devant. J'arrive du coup pour la première fois en commission des finances et je me retrouve pour la première fois face à Bruno Le Maire qui était venu dire au revoir avant de s'en aller. Donc moi instinctivement je me suis dit on va lui dire ces quatre vérités. Et on va lui expliquer ce qu'il fait et qui il est. Parce que les gens qui nous ont élus, ils ne nous ont pas élus pour être complaisants et amicaux avec les macronistes qui leur pourrissent la vie depuis 7 ans. Je l'ai donc traité de voleur. J'ai fait une grosse erreur puisque tout le monde s'est mis à hurler immédiatement. Et dans le temps qui m'était imparti, c'est-à-dire 1 minute, je n'ai pas eu le temps d'expliquer et de détailler suffisamment correctement pourquoi il était un voleur. Eh bien, comme je vous parlais du déficit et comme je vous parlais des 90 milliards d'exonération de cotisations sociales, je pense que cet exemple le démontre bien. Ils ont donc exonéré de cotisations sociales, notamment les grandes entreprises, 90 milliards. À quoi servent les cotisations sociales? Elles servent à financer la sécurité sociale. Ces exonérations, elles étaient payées par qui?
elles étaient payées par les employeurs, par les patrons, et donc par les grandes entreprises, par celles et ceux qui s'en mettent plein les poches, qui distribuent des dividendes. Et elles finançaient quoi? Nos retraites, notre assurance maladie, ce qui fait qu'on peut vivre à peu près dignement. Et donc d'un côté, ils exonèrent de cotisations sociales, puis comme il faut quand même payer les retraites des gens, même si vous avez vu que Barnier, il va essayer de les payer les moins chers possible, comme il faut quand même payer les retraites des gens, il faut trouver de l'argent. Et là, Bruno Le Maire et ses complices avaient trouvé une solution magique, c'est de prendre l'argent de la TVA. À tel point qu'ils en sont arrivés à transférer plus de 50 milliards d'euros de TVA payés par les gens du budget de l'État à la sécurité sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les patrons qui devaient prendre sur leurs bénéfices et leurs profits pour payer les retraites de celles et ceux qui produisent de la richesse, eh bien ces mêmes retraites désormais, c'est vous qui les payez. Parce que la TVA est l'impôt et la taxe la plus injuste qui existe. Parce qu'elle est une taxe qui n'est absolument pas progressive, que tout le monde la paye au même taux et que la masse de la TVA est payée par les catégories populaires. Parce que la masse de la consommation, la masse des achats faits dans les magasins est faite par les plus pauvres. Voilà pourquoi ils nous volent. Et voilà pourquoi la question du budget n'est pas une question uniquement de chiffres. Elle est une question de nos vies au quotidien. Et elle est une question, il faut le dire, de guerre sociale, de guerre de classe. Parce que eux, et y compris dans le prochain budget, ils comptent bien la mener et il va falloir qu'on la mène également et que cette bataille, non seulement ait lieu à l'Assemblée nationale, et vous pouvez compter sur nous pour la mener, et Hugo a raison de dire que nous ferons tout pour qu'il y ait une motion de censure sur le budget et pour que ce gouvernement tombe. Mais il faut aussi que cette bataille soit menée en dehors de l'Assemblée nationale, et que toutes et tous, vous y participiez par vos mobilisations. Alors, ça c'était pour le budget précédent. Le nouveau budget, qu'est-ce qu'il nous propose? Il faut donc trouver encore des économies. Ça n'avait pas suffi de saigner dans les dépenses à hauteur de désormais 42,5 milliards d'euros sur cette année, parce que c'est ça la première mesure qu'a décidé le gouvernement Barnier. La première mesure du gouvernement Barnier, ce n'est pas la dépose du budget. La première mesure du gouvernement Barnier, c'est d'entériner définitivement les 16,5 milliards d'euros supplémentaires qu'avait gelé Bruno Le Maire. Pourquoi ils font ça ? Ils n'ont pas osé, les macronistes, depuis le début, faire voter chacune de leurs mesures d'austérité. Ils votent donc des budgets avec des fausses recettes qu'ils n'attendent pas. Et une fois que les fausses recettes qu'ils n'attendent pas n'arrivent pas, ils disent « bon, il n'y a plus d'argent » et donc ils suppriment des dépenses et ils font tout pour que la suppression de ces dépenses ne soit pas votée par l'Assemblée nationale. Comme ça, ils sacrifient nos services publics sans même passer par le recours des votes démocratiques. Donc la première décision de ce gouvernement Barnier, ça va être d'annuler les crédits qui avaient été gelés par Bruno Le Maire. Il y en a pour 16,5 milliards d'euros qui n'ont pas encore été annulés. Et puis, pour l'année prochaine, il nous a annoncé, alors même pas vraiment dans son discours de politique générale, pour avoir les détails, il a fallu que nous attendions ce matin des espèces de fuites auprès de la presse pour vous dire à quel point ils estiment le Parlement dans ce pays et la démocratie. Ils nous ont annoncé qu'ils voulaient trouver de nouveau 60 milliards. 60 milliards. Et là, il faut que tout le monde soit alerté. Parce que 60 milliards, c'est le budget de la défense. 60 milliards, c'est 2 fois le budget de l'enseignement supérieur. C'est un effort, c'est une attaque sans précédent. Oui, dans ces 60 milliards, ils disent qu'il y aura 20 milliards de recettes supplémentaires. Attendez. On demande à voir, y compris parce que toutes les années précédentes, ils nous ont budgété des recettes qui ne sont jamais arrivées. Parce qu'ils surestimaient systématiquement la croissance et donc les impôts qui allaient rentrer. Ce qu'on est sûr par contre, c'est que s'ils nous disent qu'ils vont couper de 40 milliards dans les dépenses, celles-là, ils vont vraiment les couper. Parce que quand il s'agit de couper dans les dépenses, ils le font. 60 milliards, un effort de ce niveau-là, c'est un effort qui représente 3% de notre PIB. 3% du PIB en effort d'austérité, c'est exactement ce qui s'est passé en Grèce en 2010. Ils sont donc en train d'infliger à la France la même chose qu'ils ont infligé aux Grecs en 2010, qui ont mis le pays à genoux, alors même que les gens ont des difficultés dans ce pays à se nourrir. Donc il va falloir mener la bataille.
Où vont-ils les trouver? On n'a pas encore le détail, parce que sinon ce serait trop drôle. Ils étaient censés déposer un budget, bah tiens, le 1er octobre, c'était hier. On attendra visiblement le 10. Mais ils ont déjà commencé à donner des pistes. Alors ils ont trouvé une première super idée. Nous, on était plutôt contents. On a commencé à entendre Barnier qui disait à la télé quand même, il y a des très riches dans ce pays, donc ils vont pouvoir participer un petit peu plus que les autres. On n'y croyait pas trop, mais on s'est dit, bon, s'ils commencent à aller chercher chez les plus riches, on ne va pas dire non non plus. Et bien c'est bon, ils ont trouvé. Alors, qui sont les plus riches de ce pays? Les retraités. Voilà, les retraités qui s'en mettent plein les poches, qui se gavent, qui passent leur temps à manger des festins tous les dimanches. Vos grands-parents. Parce que vous pensez que vos grands-parents, quand ils vous servent le poulet le dimanche, c'est parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose? Non, non. Vos grands-parents, ils servent le poulet aux petits-enfants le dimanche, et puis, une fois les petits-enfants partis, ils se gavent de caviar et de champagne. Donc, Barnier va aller récupérer l'argent des retraités. Alors, quels sont les retraités présents dans la salle? Videz vos poches. Oui, il a décidé que la revalorisation des retraites, des pensions sur l'inflation serait repoussée de 6 mois parce que finalement, vous n'en aviez pas besoin, les prix peuvent augmenter, les pensions, il n'y a pas besoin que ça augmente. C'est une honte, notamment lorsque l'on sait qu'une grande partie des retraités de ce pays galèrent à vivre, gagnent des retraites de misère, bien souvent en dessous du SMIC ou du seuil de pauvreté, et que chez les retraités comme ailleurs, celles qui souffrent le plus, ce sont bien souvent les femmes, aux carrières hachées, aux carrières qui ont été difficiles. Et donc cette mesure va toucher de nouveau en priorité les femmes. Sinon, il a trouvé une autre idée, parce que ça, du coup, comme c'était pas sympa de taper sur les retraités, il s'est dit quand même, il y a un problème de pouvoir, pas de pouvoir d'achat. Sa pouvoir d'achat, il a oublié de le dire dans son discours. Il a réussi à cocher tout le reste, l'immigration, l'ordre, tout le reste était dans le discours. Par contre, le pouvoir d'achat, il n'a pas réussi. Mais, comme il sait qu'il y a des gens qui sont un petit peu en difficulté, il s'est dit, on va leur offrir un cadeau pour la fin d'année. Il s'est dit peut-être ça aidera les gens à mieux m'aimer. Alors, la grande annonce sociale de Michel Barnier, c'est l'avance de la revalorisation du SMIC de 2 mois. Alors d'abord pour vous dire, la revalorisation du SMIC, ce n'est pas une décision de Michel Barnier, c'est une automaticité. Chaque année, le SMIC est censé suivre l'inflation. Ça veut dire que personne ne gagne 0 €. Ça veut juste dire que vous pouvez toujours acheter la même chose quand vous allez dans un magasin et que votre richesse réelle, elle ne change pas. Donc c'est juste une mesure normale. Lui, il propose de l'avancer de 2 mois. Ça ne change strictement rien pour personne. Le fait de l'avancer de 2 mois, la revalorisation du SMIC telle qu'il la pense, ça fait, par rapport à ce qui se serait passé naturellement, que celles et ceux qui sont au SMIC vont toucher en plus 58 €. Donc félicitations, 58 une fois, divisé en 2 versements de 29 €. Donc voilà, vous êtes rassurés, les ultra-riches de ce pays, eux, on ne sait pas trop exactement quel sort leur est réservé. Par ailleurs, à la fin, il aboutira peut-être sur rien, parce que dès qu'il est question de taxer les plus riches, les macronistes font des sauts sur leurs bancs, et on ne sait pas jusqu'où Michel Barnier ira. Par ailleurs, les républicains ne sont pas favorables en général à la taxation des plus riches. Mais du coup, il a lancé son court passage à Matignon par un cadeau de 58 €. Et pourtant, de l'argent dans ce pays, vous savez, il y en a, puisqu'on ne le répétera jamais suffisamment, mais les 500 personnes les plus riches de ce pays, elles, accumulent 1228 milliards. 1228 milliards d'euros. Donc, si on veut combler les déficits, donc si on veut réussir à développer nos services publics, à faire en sorte qu'il y ait des profs devant nos gamins, parce qu'il en manquait 3000 à la rentrée dernière, à faire en sorte que les gens ne meurent plus dans les couloirs des hôpitaux, il y a une solution. C'est d'aller chercher l'argent là où il est. 1228 milliards d'euros, c'est plus de 3 fois le budget de l'État. De l'argent dans ce pays, il y en a, et il y en a plein. Ah oui,
Dernière chose sur le budget, parce qu'après, si je fais tout le détail, on n'a pas fini, mais dernière chose. Pourquoi leur stratégie ne fonctionne pas depuis le début? Je vous l'ai expliqué. 1, ils vident les caisses. 2, les caisses sont quand même censées se remplir un petit peu avec l'impôt. Sauf qu'à côté, ils font de l'austérité. Ils coupent dans les dépenses. Mais qu'est-ce que ça veut dire couper dans les dépenses? Ça veut dire que l'investissement de l'État est plus faible. Ça veut dire que l'État, y compris lui-même, met moins d'argent en circulation. Soit parce que vous avez plus d'argent parce que vous n'avez pas à payer des choses qui sont prises en charge par l'État, soit parce qu'il y a des fonctionnaires qui touchent de l'argent et qui du coup vont le dépenser. Mais donc, lorsque l'on coupe dans les dépenses, on met moins d'argent en circulation. Et donc, comme on met moins d'argent en circulation, il y a moins de richesses qui se créent dans le pays. Donc, il y a moins de croissance. Et s'il y a moins de richesses qui se créent dans le pays, alors les gens, à la fin, payent moins d'impôts, et donc, il y a moins de recettes pour l'État. Donc, 1, on vide les caisses, et 2, on empêche les caisses de se remplir. Et c'est pour ça que je vous dis que leur budget cette année va être de nouveau mensonger. Parce que oui, les 40 milliards de baisse de coupe, ils vont les faire. Mais les recettes qu'ils espèrent, ils ne les auront pas. Parce que l'OFCE estimait déjà qu'avec 20 milliards de coupes dans les dépenses, on aurait une croissance qui baisserait de 0,6 points. Donc ça veut dire, quand on estime d'avoir une croissance autour de 1%, et quand on met 40 milliards de coupes budgétaires, ça veut dire qu'à la fin, potentiellement, il n'y aura pas de croissance. Pas de croissance, pas d'augmentation des recettes, il y aura de nouveau un trou dans la caisse et on nous demandera à nouveau de faire des efforts pour le combler. Voilà pourquoi ce sont des voleurs, parce qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui payent. J'en conclus parce que là, j'ai vraiment été trop long. Juste pour vous dire sur... Oui, les ordonnances. Ah oui, il faut que... Les ordonnances. Non, en gros, simplement pour dire que notre stratégie sur ce budget, c'est qu'il faut faire tomber le gouvernement à tout prix. Et ne vous inquiétez pas, le budget, il y en aura un, quoi qu'il arrive. Mais la meilleure solution pour avoir un budget qui répartisse réellement les richesses, c'est que le gouvernement tombe, que nous puissions entrer au gouvernement et que nous fassions un budget correct. Parce que quoi qu'il arrive, si par exemple le temps est dépassé dans l'étude du budget, et eux-mêmes pourraient décider de le faire dépasser, ou qu'on vote la censure et que le budget ne peut pas être adopté. Dans ces cas-là, la Constitution prévoit que le président peut faire passer le budget immédiatement par ordonnance, mais ils ont l'habitude de tout faire systématiquement pour que l'ensemble des études budgétaires ne soient pas démocratiques. Rappelez-vous que depuis 2022, il n'y a pas un seul budget qui a été voté dans ce pays. Systématiquement, ils sont passés par 49.3. Depuis 2022, il y a eu deux, ce qu'on appelle loi de règlement et d'approbation des comptes. Il y a eu 2 lois bilan des budgets. Les 2 ont été rejetées par l'Assemblée nationale. Et pourtant, toujours, on continue dans la même dynamique. C'était pour la précision d'Hugo. Je voulais juste dire un dernier mot avant de partir et avant qu'on puisse faire la suite de la soirée sur ce qu'évoquait Hugo tout à l'heure. Les amis, ayez confiance en vous. Parce que dans ce pays, nous sommes les seuls à être en capacité de nous mobiliser. Nous sommes les seuls à être en capacité de nous battre. Bien sûr, l'analyse de ces élections nous force à dire qu'Emmanuel Macron nous a volé l'élection. Mais cette élection doit aussi nous faire dire autre chose. C'est que nous l'avons remportée. Et ça, personne ne doit l'oublier. Personne ne doit l'oublier. Parce que dire que nous l'avons emportée veut dire que nous pouvons l'emporter de nouveau. Et que nous pouvons l'emporter, cette fois-là, dans des marches plus grandes, pour avoir la majorité absolue. Nous avons une tâche, c'est faire en sorte que toutes celles et ceux qui se sont battus, qui sont allés voter, ne baissent pas les bras et ne cèdent pas à la résignation. Parce que c'est leur objectif, que tout le monde se dise que voter ne sert à rien. Ils ne comptent que sur ça. Donc il faut repartir au combat le plus rapidement possible, parce que ce gouvernement ne tiendra pas. Parce que la destitution, nous ferons tout pour qu'elle aille au bout et qu'Emmanuel Macron ne pourra pas tenir. Soit il finira par dissoudre et alors il y aura de nouvelles élections, soit il finira par démissionner et alors il y aura de nouvelles élections. Mais il faut que nous soyons prêts, parce qu'à ce moment-là, ce sera un combat frontal entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Et nous le savons, nous ne pourrons compter que sur nous pour tenir face aux attaques et face aux coups. Et j'en dis un petit mot, parce que oui,
la prochaine élection présidentielle va se figurer. Elle va se figurer, y compris parce que personne n'a connaissance du timing exact dans lequel elle va se faire. Parce que la situation est trop instable, parce que la colère sociale dans le pays est grande, parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi faible depuis qu'il est arrivé au pouvoir et que nous allons tout faire pour le faire tomber. Eh bien, je le dis, sur la prochaine élection présidentielle, ne nous faisons pas avoir. Nous savons ce qui fonctionne. Parce que c'est ce qui a fonctionné jusqu'ici, c'est ce qui a fonctionné pour 2024, c'est ce qui a permis en 2022 de remporter le premier tour des législatives et d'avoir 8 millions de voix à la présidentielle. Alors gardons-le bien en tête, dans les prochaines échéances, jamais il faut céder face aux attaques, jamais il faut céder face aux insultes, parce que ce qui fonctionne et ce qui nous permettra de l'emporter, c'est d'avoir le programme de rupture chevillé au corps. Et soyez-en sûrs, il y aura toujours des gens pour nous demander d'en rabattre un peu, des gens pour dire qu'on va un petit peu trop loin, déjà brandir des cartes électorales à l'Assemblée nationale, pour Olivier Faure c'était trop. Sans doute pas pour Olivier Faure lui-même, mais parce que Olivier Faure, le soir, il doit aller à sa réunion du bureau national du Parti Socialiste et il va y avoir les amis de François Hollande assis en face et ils vont lui dire que c'est pas bien. Du coup, il a dit à France Inter que il valait mieux pas brandir les cartes. Bon, bref, vous avez compris. Ça, c'est pas ça qui va nous faire gagner. C'est pas ces tambouilles et ces petits équilibres qui vont nous faire gagner. Et je mets en alerte sur ce sujet parce que certains commencent à nous refaire le coup de il faut absolument faire une primaire de toute la gauche. Je le dis juste comme ça. Les primaires, c'est toujours la même chose. Il n'y a que les bobos qui votent. Les quartiers populaires, ils ne vont pas participer aux primaires de la gauche. Donc les primaires, c'est toujours la solution du moins-disant. C'est toujours la solution du plus mou. La dernière fois qu'il y a eu une primaire à gauche et que ça a fonctionné, le président de la République, derrière, il s'est appelé François Hollande. Et la gauche, elle a été rayée de la carte pendant presque 10 ans. Donc les camarades, serrons-nous les coudes. Soyons prêts au combat. Parce que nous, on a en ligne de mire la prise du pouvoir, on a le programme pour le faire, on sait comment le faire. On avance élection après élection. Et la prochaine fois, moi j'ai l'intime conviction qu'on va y arriver. Merci à toutes et tous. Au combat, tout ça ne fait que commencer et la soirée va se continuer. J'attends que... Voilà. Et désolé, j'ai été 10 fois trop long.